Unknown people in history. Disconosciuti nella storia. A história dos desconhecidos. Unbekannte der Geschichte. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Vendredi dernier a commencé notre découverte du Constantinople de la fin du 8e siècle sur les pas d'une jeune Athénienne, Irène, choisie pour sa beauté pour devenir impératrice des Romains, épouse de l'empereur Léon IV. La cérémonie a eu lieu le 18 décembre 768 au Palais Sacré et le mariage a été célébré à l'église Saint-Étienne par le patriarche Nicétas. Il y a alors une quarantaine d'années que règnent à Constantinople les empereurs iconoclastes de Léon III à Constantin V. Hélène Herveler, vous nous avez montré comment Byzance comme civilisation avait été occultée depuis la Renaissance dans la pensée et dans la culture occidentale. Dans l'histoire de Byzance, vous avez choisi une période de crise et même une période qu'on pourrait appeler probablement de fracture historique. Un règne particulièrement bref, celui de l'impératrice Irène, femme de l'empereur Léon IV, qui est mort en 780. Comment se présente en cette fin du 8e siècle le cœur de l'Empire byzantin que vous nous avez décrit, je veux dire la ville de Constantinople où réside la famille impériale? Constantinople, donc, à la fin du 8e siècle, c'est déjà le cœur du monde, comme diraient les Byzantins de l'époque. Pourquoi? C'est le très grand port qui a une série d'installations maritimes sur la mer de Marmara, sur la Corne d'Or, en face même, de sorte qu'on peut dire que presque l'ensemble de la Propondide constitue un avant-port de la ville de Constantinople. Dès qu'on traverse l'Hellespont, les Dardanelles, pour aboutir à l'autre canal, c'est-à-dire le Bosphore, on se trouve dans les eaux constantinopolitaines. Donc, avant tout, il faut voir la grande ville maritime qui unit non pas seulement les deux continents, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, mais surtout les deux grandes mers de l'époque, c'est-à-dire la Méditerranée et le pont Texin. Nous sommes en somme au cœur de routes continentales et de routes maritimes. Donc, le premier point qui frappe les gens de l'époque, et encore aujourd'hui il faut dire, c'est la richesse de cette ville et aussi son aspect monumental qui fait d'elle la vraie ville chrétienne. Contrairement à Rome, nous sommes devant et dans la capitale du monde chrétien. C'est pas d'ailleurs par hasard qu'on a désigné Constantinople comme Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Sion à l'époque. Qu'est-ce qu'elle voit donc cette petite Athénienne qui est Irène en arrivant à Constantinople? Deux grandes églises avec déjà leurs voûtes, leurs coupoles, avec leurs mosaïques dorées ou argentées, avec deux fresques déjà qui sont un élément plutôt nouveau mais qui prend de l'importance dans l'art byzantin de cette époque, mais surtout une vie active en ce qui concerne le commerce de toute nature et l'artisanat de toute nature. C'est une ville qui n'est pas très importante au point de vue surface. C'est à peu près 1500 hectares, il faut dire. Et on a beaucoup exagéré, et les érudits d'aujourd'hui, et les byzantinistes en général, mais aussi les occidentalistes, l'importance numérique de sa population. Oui, on a parlé à peu près d'un demi-million d'habitants, 400 000, 500 000 habitants.
Il y a même qui en ont dit plus, mais de toute façon, même au moment de la plus grande importance de cette ville, que pour ma part je place au XIe siècle, je ne crois pas que Constantinople ait dépassé le demi-million. Donc, à l'époque où nous sommes, il faut considérer que c'est 200 habitants par hectare à peu près, puisqu'il faut concevoir la ville comme parsemée de jardins, de grands monastères avec bien sûr jardins, cours, etc. D'une certaine manière, la campagne mord sur la ville et non pas le contraire. Nous avons bien sûr des maisons qui sont à plusieurs étages. Les auteurs de l'époque parlent de maisons à 8 étages. Il ne faut pas exagérer. Enfin bref, tout montre que nous devons nous contenter, vers la fin du 8e siècle, à une population de 300 à 400 000 âmes. Mais bien sûr, le problème le plus important, c'est toujours le problème d'approvisionner cette ville par l'eau, par le blé, etc. Et on a beaucoup admiré le système d'eau qui alimente la population constantinopolitaine par une série de citernes énormes. On a parlé de 1001 colonnes, de citernes, de citernes souterraines, etc. Enfin bref, il faut retenir une image facile. Je crois qu'on a construit à Constantinople aussi bien sur terre et sous terre d'une manière vraiment techniquement parlant extraordinaire. Donc voilà une ville chrétienne, une ville maritime, une ville commerçante, une ville où les palais qui se trouvent justement au cœur de cette ville devient spirituellement, intellectuellement et bien sûr socialement, militairement, politiquement aussi, le centre du monde civilisé, c'est-à-dire de l'écuménie. Il faut dire que Constantinople a trouvé son rôle de première ville, de la ville par excellence, parce qu'il suffit de dire la ville à Byzance pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit de Constantinople. On l'a même appelée, je crois, l'impératrice des villes. Voilà, la reine-ville. Oui. La reine-ville, la basilis, en effet, on l'appelle jusqu'à maintenant. Et c'est assez curieux de constater que le terme polité, c'est-à-dire les citoyens, décrit non pas du tout les citoyens de l'Empire, mais tout simplement les habitants de la police par excellence, c'est-à-dire de la ville de Constantinople. Donc, cette ville est le centre du monde, surtout à cause du fait qu'elle reste le siège de l'autorité suprême de l'empereur, du règne en l'occurrence, et aussi, bien sûr, du patriarche. Alors, centre administratif, centre religieux. Administratif, religieux, social, puisque au sommet de toute la pyramide du monde byzantin, on trouve toujours la même personne, c'est-à-dire l'empereur. Géographiquement, ces trois pouvoirs sont réunis. Géographiquement sont réunis, et sur un point géographique qui est vraiment d'une importance encore de nos jours extraordinaire, sur la jonction de deux continents, de deux mers, et de quel continent et de quelle mer à cette époque-là. Tout passe par Constantinople, c'est-à-dire le fameux adage « toutes les routes mènent à Rome », il faut bien le croire et le comprendre que toutes les routes, non pas seulement terrestres et continentales, mais aussi maritimes, mènent à Constantinople. Et c'est ça, me semble-t-il, qui dépeint le mieux l'importance de Constantinople. Hélène Hervéder, vous nous avez décrit géographiquement donc deux parties de cet empire byzantin, une zone orientale, une zone occidentale. Est-ce que à partir de ce code de Léon III et Constantin de 726-727, il n'y a pas aussi deux parties idéologiques, on dirait aujourd'hui, à l'intérieur de cet empire, à partir du moment où il va y avoir scission entre les iconoclastes d'un côté qui vont suivre les lois de Léon III et les iconodoules qui vont se rebeller contre ces lois. Vous définissez exactement ce que fut la crise à Byzance. Et je considère pour ma part que Byzance a vécu une crise perpétuelle. Et cette crise, justement, était expliquée par le fait qu'une partie de sa population était toujours attachée à des traditions orientales et une autre était animée par des traditions gréco-romaines. Ceci, en ce qui concerne le métier, en ce qui concerne la pensée, en ce qui concerne les mentalités, en ce qui concerne les gestes de tous les jours et l'existence, je dirais, quotidienne. Ce n'est pas tout simplement les élites qui sont séparées autour de cette question Orient-Occident.
C'est exactement l'iconoclasme qui se manifeste comme le mouvement de retour vers un Orient qui devait prendre les pas face à l'Occident pour justement permettre à l'Empire de trouver une cohésion. Alors cette politique iconoclaste, dans une première période du moins, va durer une 50aine d'années et va être pratiquée successivement par 3 empereurs de la dynastie des Isoriens, c'est-à-dire par Léon III, par Constantin V, son fils, et par le petit-fils de Léon III, Léon IV, jusqu'en 780. C'est cela. Le premier qui le déclenche, c'est-à-dire Léon III, commence à parler de l'adoration, disent les textes des images, commence à parler de l'adoration. Donc il est contre l'adoration. Et il prend ses premières mesures, c'est-à-dire il demande que les icônes ne soient plus objets de culte, ce qui veut dire d'ailleurs iconoclasme. Le seul terme byzantin qui a traversé les langues européennes actuelles, mais d'une manière, je dirais, un peu encore hésitante et timide, parce que je crois qu'il ne soupçonne point qu'il va trouver la réaction que s'est déclenchée après. Pourquoi? Il envoie des soldats pour descendre du palais impérial l'image du Christ qui ornait justement la porte dite de bronze, une des portes où il y avait la garde impériale. Eh bien, c'est la première réaction d'ailleurs iconophile, si on peut parler ainsi. Le peuple de Constantinople se porte contre les soldats qui descendent ou qui détruisent cette église du Christ de Calcée. Donc, par Léon III, nous avons encore une décision, quelques mesures qui ne sont pas des mesures, je crois, agressives. Une grande prudence. Prudence, mais la réaction commence à se former. Et on voit que cette réaction s'organise autour, bien entendu, de gens qui avaient tout intérêt à exploiter, je dirais, cette dévotion démesurée, c'est-à-dire les moines. Vous savez que toute l'historiographie de la Renaissance a voulu voir dans l'iconoclasme une sorte de séparation, ou plutôt de différend entre l'armée et le moine. Il faut dire que le moine avait commencé à jouer un rôle important dans l'Empire, non pas du tout en se mêlant dans les affaires politiques comme on a voulu le dire quelquefois. C'est vrai qu'il y a des moines qui participent à des ambassades ou qui exercent de hautes fonctions, mais c'est surtout à cause de leur richesse énorme qu'ils accumulent à travers le couvent qui parsème le vaste territoire impérial. Donc cette sorte de puissance, d'abord matérielle et économique, qui devient aussi une puissance sur les âmes, parce que pour que la collecte toute cette fortune, ça veut dire qu'un nombre important parmi les habitants de l'Empire se porte vers la dévotion monastique. Donc ceci commence à inquiéter les empereurs à un moment où ils ont vraiment besoin de la mobilisation totale des forces de l'Empire pour faire face à ce que j'appelais les adversaires extérieurs. Donc il faut dire que Léon prenne ces mesures sans vouloir quand même heurter encore de front sa population. Par contre, le grand inspirateur, je dirais, quasiment philosophique du mouvement iconoclaste reste bien entendu Constantin V, c'est-à-dire le fils de Léon, lui qui a convoqué le concile iconoclaste, c'est-à-dire le concile dit de Hieria du nom du palais dans lequel se déroula. En février 754. C'est cela, juste au milieu du siècle. Nous avons donc ce concile, nous avons les mesures dans le Horos, dans la résolution de ce concile, nous avons les mesures les plus rigoureuses contre les images et contre ceux qui sont pour les images. Oui, alors il y a une condamnation de la fabrication, de la possession et de la vénération des images, mais tout de même, Constantin V n'obtient pas probablement tout, car le Concile affirme
le pouvoir d'intercession de la Vierge et des saints. Voilà. Il y a un compromis là. Voilà, et il y a un compromis parce qu'il faut dire quand même que le pouvoir d'intercession, c'est un pouvoir quand même qu'on peut fonder philosophiquement indépendamment de la représentation du divin. C'est assez intéressant d'ailleurs de dire que toute la querelle iconoclaste a suscité une discussion philosophique de grande qualité. C'est qu'on ne voit pas maintenant à travers les textes parce que les seuls textes qui nous sont parvenus proviennent bien entendu de iconophiles, c'est-à-dire de ceux des orthodoxes qui ont enfin gagné contre l'iconoclaste. Et qui ont détruit tous les écrits iconoclastes. Voilà. Alors nous avons peut-être pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire cette sorte de la falsification de l'histoire délibérément décidée par un gouvernement absolument officiel, c'est-à-dire le gouvernement orthodoxe issu de la victoire contre l'iconoclasme. Donc nous ne connaissons pas quels sont les vrais arguments des iconoclastes, philosophiquement parlant. Nous les découvrons à travers les écrits de leurs adversaires, notamment du patriarche Nicéphore, qui a écrit contre les images, ou nous les décrivons aussi à travers les écrits de Jean Damascène. Et c'est assez curieux de dire que Jean Damascène, qui se trouve à Damas, qui est un grand fonctionnaire du califat, peut quand même prendre position pour les images. Donc il ne faut pas dire du tout que les Arabes étaient iconoclastes et que c'est au nom des Arabes qu'on l'a fait. On voit que un des plus importants fonctionnaires de leur gouvernement prenait position pour les images. Constantin V utilise deux arguments qui sont philosophiques. Il dit, si je m'en souviens bien, que on ne peut pas, à travers la matérialisation qui est de toute façon fragmentaire, représenter une nature divine qui fut toujours humaine et divine pendant toute l'existence historique du Christ, c'est-à-dire il condamnait encore une fois le monophysisme, de souligner d'une manière exagérée une des deux natures du Christ. Donc nous avons une grande discussion philosophique. On laisse bien entendu la Vierge et le Saint comme étant les intermédiaires de la piété entre les fidèles et le Christ, mais ceci ne veut pas dire qu'on peut permettre cette adoration démesurée des images. Les iconoclastes appelleront les iconophiles de sanidopistes, ce qui veut dire ceux qui adorent les planches au fil, si on peut parler ainsi. Les autres, les iconophiles vont attaquer les iconoclastes comme étant de manichéens, comme étant des arabisants, comme étant des juifs, donc enfin soumis à cette influence orientale. Donc on voit malgré tout que à travers ces insultes pointe ce que je crois comme profondément vrai en ce qui concerne la querelle iconoclaste, la tendance philosophique grecque d'un côté qui permet la présentation du divin sans dépouiller ce divin de sa nature surnaturelle, et de l'autre côté cette tendance absolument terre à terre qui veut qu'à partir du moment où on adore un objet, on devient des idolâtres. Donc cette querelle prendra toute sa force malgré tout avec Constantin V, parce que Constantin V n'attaquera plus seulement les objets, mais surtout les hommes. Oui, alors pourquoi, à peu près 10 ans plus tard, commence une très vaste persécution qui va être d'une cruauté très grande. Il va y avoir le supplice de Saint-Étienne en novembre 764. Il y aura des iconodules qui seront présentés sous les insultes à l'hippodrome à Constantinople. Et il y a le patriarche Constantin en 768 qui est donc torturé et décapité. Alors pourquoi cette série de cruautés qui s'accumule ?
Alors, on pourrait dire que c'est peut-être la réponse à une organisation déjà iconodoule qui se manifeste. N'oubliez pas qu'entre-temps, on a perdu l'Italie. Et nous sommes quand même à un moment 751 où les Lombards ont détruit l'exarcat de Ravenne. Le souverain pontife se tourne le dos de Constantinople pour regarder du côté justement de la cour franque. Il y a de revers dans le monde iconodoule des révoltes, des réactions. Je crois qu'à ce moment-là, Constantin V, le grand vainqueur d'ailleurs contre les Arabes, je crois qu'il réalise qu'il ne peut pas laisser ce qu'il aurait appelé la réaction devenir une sorte de mouvement politique comme elle était en passe de le devenir. Donc, vous avez toutes ces mesures qui sont à l'image du tempérament de l'homme. Constantin VII dit d'ailleurs le copronyme, c'est-à-dire celui qui a reçu le nom dans les fonds baptismaux au sali par sa propre saleté, si on peut parler ainsi. C'est Constantin V est l'homme de l'hippodrome, c'est l'homme qui va à la chasse, c'est l'homme du cru. On aurait dit actuellement, c'est l'homme qui, entouré justement de ces histrions, ridiculise les sacrés parce que c'est vraiment sa position. Il sera celui qui aimera vivre avec de jeunes garçons et avec de jeunes filles à la fois. Bref, c'est par sa personne, par son comportement, c'est lui qui s'érige au-dessus, je dirais, de la morale dite chrétienne, dévote de l'époque. Vous comprenez que très facilement, il fut comme d'habitude, imité doublement par ses propres hommes, d'où de grands iconoclastes absolument cruels, tels le fameux stratège de la région de l'Asie mineure occidentale, de Tracésien, c'est-à-dire Michel Lacanodracon, qui oblige les nonnes de sortir du couvent et il devient leur témoin de mariage obligatoire avec des religieux de couvent d'à côté. Enfin bref, nous tournons vers la dérision de tous ceux qui faisaient la pitié et la dévotion de temps passé. Avec des moines emprisonnés, mutilés, exilés. Exilés, mais surtout aussi tournés à la dérision dans la mesure où on les oblige au mariage. De mariage, de mettre des habits de femmes. Enfin, on joue sur tous les registres de ce qui était interdit pour montrer que de toute façon, la volonté impériale est celle qui gérera le monde byzantin et les conduira vers sa gloire politique. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει εν εσείς. Χέρις συναγωγή κρατέα και ιερά και τροπεούχος παράταξης υπήρχη της ευσεβίας εις στρατιώτε Χριστού υστερή οπλίτε και αητητή τον νουν ευτονότατη και ψυχήν ανδριότατη τον δυθή και Θεό ποθηνότατη χώρος Αγίος. Alors les 5 années brèves du règne du fils de Constantin V, Léon IV, faut au contraire marquer un adoucissement de ces mesures. Je vous vois venir vers l'influence d'Irène. Bien sûr. On a voulu dire justement que Léon IV, donc le mari de notre Irène l'Athénienne, avait subi l'influence de sa femme et il prend ses distances par rapport aux mesures de son père.
C'est un homme pieux, peut-être davantage que son père. C'est un homme pieux, mais je vous dirais que c'est un homme aussi sans tempérament par rapport à son père. Parce que quand on lit la vie de Saint-Étienne le Jeune, auquel vous faisiez allusion auparavant, on voit vraiment un Constantin V absolument débordant. C'est assez intéressant d'ailleurs de dire que le seul argument qui l'a frappé un peu pour les images qu'on a utilisées face à Constantin V, c'était Étienne le Jeune, c'est-à-dire Saint-Étienne, qui l'a utilisé. Il a pris une monnaie byzantine sur laquelle, bien entendu, étaient figurés les portraits impériaux, en l'occurrence Constantin V lui-même. Il la jette par terre et il la foule de pied, et c'est à ce moment-là que Constantin V, en colère, s'élève pour justement punir cet geste irrespectueux. Et c'est le seul argument que Saint-Étienne utilise pour lui dire, tu vois donc que ce n'est pas une simple image, que ce n'est pas tout simplement un objet inanimé, la représentation, la symbolisation de quelque chose. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre quelle est au fond un peu l'irrésistible ascension d'Irène pendant ces années-là? Elle arrive comme ayant gagné une sorte de concours de beauté en 768 à Constantinople, et au fond, on va s'apercevoir que c'est une iconodoule cachée au milieu des iconoclastes. Voilà. Sûrement, elle n'était pas la seule. Et on a voulu voir un fait féminin dans cette adoration des images. Je serais presque prête de l'accepter parce que c'est assez étrange. C'est une autre impératrice, c'est Théodora justement, qui, un siècle après, a instauré définitivement les images. Donc ce sont deux femmes qui se sont relevées étant profondément iconodoules. Mais enfin, nous ne savons pas grand-chose en ce qui concerne la vie d'Irène pendant le règne de son beau-père, dont le tempérament, j'insiste, était particulièrement fort, et non plus sous le règne de son mari. Nous voyons seulement qu'au moment où elle devient régente, et elle devient régente tout à fait naturellement, ce n'était pas la première qui assura, je dirais, la gestion de l'État au nom de son fils, c'est là où son entourage, ses parents, commence à prendre des positions dans l'Empire. Et Irène, tout à fait prudemment, doucement, commence à distribuer des tâches et des fonctions à des gens dont la fidélité lui est inconditionnellement rattachée. Et c'est ainsi que, progressivement, prend le gouvernail de l'État avant de manifester d'une manière ouverte ses propres croyances. Cette période de régence d'Irène va durer environ pendant 17 ans, c'est-à-dire de 780, la mort de son mari, Léon IV, à 797, où il va y avoir une sorte de coup de force de son fils pour prendre le pouvoir. C'est cela. Mais voyons. Quelle va être la politique qu'elle va pratiquer, alors disons, à l'intérieur de l'Empire Voilà. byzantin? Alors donc, pour les premières années, je crois qu'elle pratique d'abord une politique de noyautage pour pouvoir justement tenir le gouvernail de l'État. Et cette politique l'a conduit à chasser les 5 frères de son mari, les Césars, les fameux Césars, qui étaient tous iconoclastes. Donc d'autres fils de Constantin V. De Constantin V, justement, de l'empereur qui fut le pilier de l'iconoclasme. Donc, elle organise, je crois, vraiment la soi-disant conspiration
de ses beaux-frères contre le trône, et elle arrive ainsi à exiler ses beaux-frères vers le contrée lointaine de l'Empire, notamment à la Caronèse, c'est-à-dire l'actuelle Crimée. Et il faut dire qu'il y a des régions de l'Empire qui restent rattachées à l'iconodoulie sans que Constantinople se meut particulièrement. Une de ces régions, c'est justement Chypre, l'autre c'est Caronèse, et une autre même la Sicile. Donc Irène commence à se débarrasser d'abord de ceux qui pouvaient revendiquer sa puissance impériale, et ensuite, s'appuyant sur ses fidèles premiers ministres, je parle de l'eunuque Stavrakios, qui fut le grand vainqueur quand même des Slaves en Grèce, avec l'aura de quelques victoires, peut asseoir son autorité sur le rouage administratif. Et c'est à ce moment-là où elle croit le moment venu de montrer ses convictions, je dirais, iconodoules. Mais elle est un peu, je dirais, imprudente, parce qu'elle n'avait pas mesuré la profondeur de l'iconoclasme chez les militaires, notamment chez les armées de l'Orient, mais aussi de Constantinople. Donc, quand elle convoque son concile en 786 à Constantinople pour restaurer l'adoration, le culte des images, elle fut absolument étonnée de voir que la garde impériale même, les armées de Constantinople, entrent l'épée à la main. Je ne fais pas de comparaison actuelle pour interrompre le Parlement, qu'était à ce moment-là le concile, et justement chasser le prélat qui était là pour restaurer les images, parce que profondément rattaché à l'iconoclasme, notamment de Constantin V, qui pour eux était le grand empereur. Il faut dire que un des cris d'ailleurs de l'armée byzantine au moment où elle a eu de revers face aux Bulgares, c'était d'aller visiter les tombeaux de l'empereur Constantin V, de soulever le sarcophage et de dire « Lève-toi pour conduire tes armées, toi qui étais les grands soldats victorieux ».